moi j'ai passé une partie de ma carrière au sein du milieu médical comme médecin praticien, puis ensuite une autre partie au sein du milieu journalistique comme journaliste dans la presse professionnelle et grand public, audiovisuelle et écrite. Et donc, naturellement, j'ai été amenée à réfléchir un peu sur les rapports entre journalistes et médecins, parce que je fais aussi de l'enseignement pour des journalistes du traitement de l'information médicale. Et donc, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui, dans les rapports entre journalistes et médecins, font que finalement, cette information ne passe pas très bien. Quels sont les endroits où ça coince? Alors, juste pour faire un petit rappel historique, alors on nous a dit jusqu'avant 1990, il n'y avait rien. En fait, il y avait un peu quelque chose dans certains... On nous a parlé ce matin d'Igor Barrère. Alors évidemment, je vous parle des médias français, puisque je connais très mal, excusez-moi, les médias belges. Mais en fait, chez nous, ça a démarré vraiment après la guerre. Le journalisme médical était un journalisme extrêmement scientifique, avec des médecins, uniquement des médecins, qui étaient dans la presse grand public et qui parlaient des progrès scientifiques en fait. Et puis tout a basculé à la fin des années 80 avec l'affaire du sang contaminé et donc avec l'arrivée du sida et l'irruption de la santé et des acteurs dans le champ social et médiatique, la montée en puissance de la société civile avec les associations de lutte contre le sida qui ont commencé à demander des explications, des comptes au milieu médical, etc. Et donc les journalistes s'en sont mêlés. Donc tout ça a introduit une nouvelle vision du journalisme concernant la santé. Le journalisme a investi le champ du politique en fait, puisque avec tout ce qu'on a vu derrière, tous les scandales de l'amiante, des hormones de croissance, etc. Les journalistes se sont fait aussi l'écho de la défiance des citoyens envers la médecine. Et puis là-dessus est arrivée effectivement la révolution Internet, et puis les maladies émergentes et la mondialisation. Et donc on s'est retrouvé avec des sujets, avec un règlement sanitaire international, etc. Donc avec des sujets qui ont été pris en main par la presse et qui sont devenus très transversaux, c'est-à-dire qu'avec des aspects scientifiques, mais plus seulement les aspects scientifiques comme on avait au début dans les années 50, mais aussi tout ce qui va avec, les aspects économiques, les aspects politiques et tout ce qui va avec la santé. Et donc les médias aussi se sont mis à témoigner des dysfonctionnements, et par exemple lorsqu'il concerne les hôpitaux, avant quand il se passait quelque chose dans les hôpitaux, finalement l'hôpital ou les médecins étaient tout puissants face aux individus soignés. Les gens ne demandaient pas de compte, ou très peu, même la justice avait très peu d'armes. Ensuite est arrivé, on parlait très peu justement de fautes médicales, d'aléas thérapeutiques, etc. Et puis petit à petit, quand la presse a commencé à rentrer dans les hôpitaux, on s'est mis à ça a donné un pouvoir aux citoyens pour parler des problèmes. Et par exemple, je pense qu'on a eu ce problème il y a quelque temps chez moi à Lyon, d'un surdosage de chimiothérapie dans un hôpital, donc une personne qui est décédée d'un surdosage de chimiothérapie. Ça, avant, finalement, on peut se dire qu'il y a 20 ans ou 30 ans, la chose serait passée pratiquement inaperçue. On aurait expliqué à la famille qu'on n'a pas pu faire autrement, ou on n'aurait même rien expliqué du tout, ou même personne n'aurait jamais su qu'il y avait un surdosage, à part les responsables. Et puis, aujourd'hui, évidemment, les médias s'en emparent, avec parfois ce dont on nous a parlé ce matin, c'est-à-dire des dérives aussi. Alors voilà, alors après, maintenant, les rapports entre... Alors j'ai mis les médias, mais j'ai compris ce matin en fait que c'est une erreur, parce qu'il faut exclure de ça les médias sociaux. Et donc je parle vraiment de la presse et des journalistes. Donc qu'est-ce qui se passe pour les journalistes face au monde médical? En fait, on se rend compte, bon, à part un petit nombre de journalistes très spécialisés ou qui appartiennent, qui sont à cheval comme ça entre les deux mondes et qui ont l'habitude de travailler dans le milieu médical, au sein du milieu médical ou avec le milieu médical,
La plupart des journalistes en fait que j'ai rencontrés sont partagés soit entre la critique, soit entre la déférence. C'est-à-dire que très souvent, ils ont très peur en fait de rentrer à l'hôpital, de parler avec les médecins, parce qu'ils ont peur d'être pris pour des imbéciles, pour dire la vérité, ils ont peur d'être manipulés, ils ont peur de ne pas comprendre ce qu'on leur dit, et puis ils ont une espèce de déférence envers l'expert, l'expertise, la bonne science, etc. Pour certains. Et pour ça, on aboutit finalement à quelque chose de contre-productif parce que, comme ils ont peur d'être pris pour des imbéciles et de ne pas comprendre, certains deviennent très agressifs. Et on se retrouve avec un comportement, par exemple, qu'on voit parfois dans les interviews des journalistes qui sont très à l'attaque par rapport aux médecins ou à des professeurs, parce qu'en fait, ils essayent de se protéger comme ça de ce qui pourrait les manipuler. Alors, du coup, moi je me suis dit, qu'est-ce qui fait que finalement ces relations sont très difficiles entre les médecins et les journalistes? Alors, je pense qu'il faut aussi reprendre la culture de chacun et on se rend compte que finalement, ce sont des mondes aux valeurs opposables, c'est-à-dire qui, sur beaucoup de points, sont carrément complètement en opposition. On a parlé ce matin du secret médical. Le journaliste, lui, il est dans une position complètement inverse, il a un devoir d'information. C'est-à-dire que ce qui doit être préservé par le médecin doit au contraire être mis en lumière par le journaliste, dans l'esprit. Donc, déjà, ça, c'est compliqué à gérer. Ensuite, la culture même, c'est-à-dire que le médecin a une culture scientifique, et d'ailleurs très souvent il jargonne, et il a beaucoup de mal à ne pas jargonner. C'est très difficile, ça aussi, pour les journalistes, d'arriver à faire parler simplement des médecins, alors que le journaliste, lui, justement, son métier, c'est de vulgariser, c'est-à-dire de parler le plus simplement possible de concepts difficiles. Et puis, les médecins aussi ont du mal, j'ai mis, ils sont jaloux de leur savoir, et c'est vrai qu'ils ont eu du mal. Alors la nouvelle génération commence à sortir de ça, mais ils ont eu beaucoup de mal à accéder à cette fameuse transparence, au partage des connaissances, à expliquer un petit peu, à accepter d'expliquer aux gens. Et d'ailleurs, les connaissances ont été arrachées aux médecins, mais on m'a raconté encore très récemment une histoire, une personne qui m'a dit voilà, moi, j'avais un problème de santé, je suis allée à l'hôpital, etc. Et finalement, le médecin, il expliquait, comme si j'étais pas là, aux étudiants en médecine, ce que j'avais. Et donc, ça, c'est ancré dans la culture médicale, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre que c'était un chirurgien orthopédique en l'occurrence, je ne suis pas sûre qu'il ait... je n'ai pas de jugement là-dessus, mais je ne suis pas sûre qu'il avait du mépris pour cette personne, mais c'est comme si la personne elle-même n'est pas capable de comprendre ce qu'on explique, alors on l'explique à un tiers qui est un père ou un futur père. Donc, voilà, donc ça, il y a un problème aussi, c'est que les médecins ont du mal à se départir de leur culture, de leur jargon et de leur entre-soi pour l'offrir au grand public et donc via les journalistes. D'autre part, il y a des notions qui sont différentes, c'est la notion du temps et de l'urgence. Parce que pour un médecin, l'urgence, c'est pas un bouclage. C'est pas il faut que j'écrive ce truc et que je le rende ce soir. Alors là, vous pouvez, souvent les journalistes font le forcing en disant il faut absolument que vous me répondiez tout de suite. Et tant qu'on n'est pas en situation de crise, les médecins ne voient pas l'intérêt de répondre rapidement, puisque de toute façon, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, pour un médecin, c'est plutôt ça. Un journaliste, lui, il faut qu'il l'alimente, son journal. Donc si vous ne répondez pas, il va trouver quelqu'un d'autre. Et voilà, donc l'urgence n'est pas la même. Et puis quand vous leur parlez d'articles, alors ça c'est pour la presse écrite, quand vous voulez travailler avec des médecins, vous dites est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de relire, parce que je ne suis pas sûre techniquement, etc., du fond. D'abord, ils ont souvent énormément de mal à ne pas s'occuper de la forme et à comprendre que ce n'est pas ce qu'on leur demande. Et l'autre chose surtout, c'est que eux, ils ont le temps.
Parce que pour eux, un article, c'est un article qui paraît dans le Lancet, c'est-à-dire dans 6 mois. Donc, ils ont beaucoup de mal à comprendre que vous avez besoin de leur aide rapidement. Voilà. Alors, ensuite, la perception différente de la responsabilité. Et là, je suis assez critique par rapport aux médecins, maintenant je vais être critique un peu par rapport aux journalistes. La perception de la responsabilité est différente parce que les médecins ont l'habitude de prendre des responsabilités et de les endosser. C'est ce qu'on nous a dit aussi ce matin par rapport justement au cas d'Alice. C'est-à-dire que le médecin, lui, il se dit, ben moi, il faut que je sauve sa vie, quoi. Donc même si c'est pas approuvé, même désapprouvé, même par la famille, etc., moi je le fais. Et donc il endosse sa responsabilité. Le journaliste lui dit, moi je m'en fiche, je dis ce que je veux, je ne fais que transmettre ce que d'autres ont dit. Donc il se dédouane complètement de la responsabilité de ce qu'il dit. Enfin, je sais que du coup je vais me faire des amis ni parmi les médecins ni parmi les journalistes, mais c'est souvent comme ça. Bien sûr je caricature, je schématise, mais c'est souvent comme ça. Et ça c'est aussi une culture qu'il va falloir changer à mon avis, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre de dire, du moment que c'est quelqu'un d'autre qui le dit, je peux le répéter. C'est un peu, voilà. Bref. Ensuite, après, il y a aussi une façon d'appréhender les politiques de santé. C'est-à-dire que pour les médias, alors j'ai mis l'exemple de la vaccination contre l'hépatite B, pour les médias, eux, le journaliste s'adresse comme s'il s'adressait individuellement à chacun d'entre nous. Et donc, à la maman qui se demande si elle va vacciner son enfant ou pas, et puis finalement, en fonction de lui, il n'a pas beaucoup de risques de l'attraper, alors est-ce que je vais plutôt pas le vacciner, etc. Le médecin, lui, il n'est pas là-dedans, puisqu'il est dans une logique de santé publique, et que plus il y aura de gens vaccinés, moins statistiquement il y aura de problèmes d'hépatomes ou secondaires. Donc lui, finalement, même si, en admettant qu'il y ait des effets indésirables de la vaccination, c'est le nombre, c'est la statistique qui fait la différence pour le médecin. Et ça, c'est difficile à faire comprendre aux journalistes, c'est sûr. Après, j'ai mis, il y a une culture différente aussi face à l'argent, et ça, on en a parlé. La presse répond à une logique commerciale. C'est évident qu'un média qui ne gagne pas d'argent ne vit pas. Alors que le journaliste est obligé quand même d'être dans cette logique, et ça explique aussi une partie évidemment des titres accrocheurs, provocateurs, etc., puis pas seulement une partie, pratiquement la totalité. Pourquoi? Parce qu'il faut vendre, et si vous n'accrochez pas, vous ne vendez pas. Donc voilà, et puis j'ai dit, le journaliste est dans un univers très concurrentiel et en grande difficulté, ça a déjà été dit. Le monde médical, alors évidemment que les hôpitaux aussi ont des budgets, sont soumis à des contraintes budgétaires, et on le sait, en tout cas en France, on en entend beaucoup parler. Mais pendant longtemps, le monde médical, et en tout cas les médecins, ont vécu avec cette idée que la santé n'a pas de prix, et que c'était même pratiquement grossier de parler d'argent quand on parlait de santé. Et du coup, ça donne une mentalité un petit peu différente. D'autre part, ce que j'ai mis, c'est que le médecin ne cherche pas le client. Enfin, bon, bien sûr, les médecins font une clientèle, mais surtout à l'hôpital, en fait, c'est le client qui vient à lui en obligé. Le journaliste n'est pas dans cette configuration-là. Lui, il faut qu'il plaise. Donc voilà, après, qu'est-ce qui se reproche? Alors, quand on discute avec les médecins et qu'on les entend dire, les journalistes aussi, les journalistes là, etc., la chose principale dont ils se plaignent, c'est que de la déformation de leurs propos. J'ai pas dit ça, j'ai pas voulu dire ça, on m'a pas compris, etc. Sur quoi ils sont parfois un peu responsables, justement à cause du fameux jargon, voilà. Et puis l'autre chose, c'est, j'ai mis la lucrative mise en scène de la maladie, c'est-à-dire effectivement la scénarisation du malheur, qui n'est pas tellement du goût du médecin, qu'on peut comprendre. Les journalistes, eux, ce qu'ils reprochent aux médecins, c'est essentiellement l'arrogance. Et ça se comprend aussi. Et effectivement, alors moi je ne suis pas personnellement tellement confrontée à ça, mais je me suis rendu compte, parce que je me suis rendu compte que quand je rentre dans un hôpital, dire que je suis médecin, c'est un passeport,
et ça me permet de rentrer absolument partout. Parce que c'est très différent. Vous voyez même le regard qui change. Moi, je me suis amusée très souvent à ne pas le dire, et à dire je suis journaliste. Ah ben, ils n'ont jamais le temps, ah ben ceci, ah ben cela, puis on vous traite un peu, voilà. Et puis quand vous dites je suis médecin aussi, alors là, tout de suite, c'est très différent. Voilà, ça, il va falloir peut-être que ça change aussi pour que les relations entre la presse et les médecins s'améliorent. Et puis, voilà, en gros, et ce que reprochent aussi les journalistes, c'est que quand les médecins parlent aux médias, très souvent, ils parlent à leur père. C'est-à-dire qu'en fait, les médecins ont très peur que ce soit un collègue qui les voit à la télé ou qui lise dans le journal qu'il a écrit ça. Et donc, ils ne parlent pas pour le grand public. C'est encore la même chose quand je vous dis, ils parlent aux étudiants. Ils ne parlent pas pour le grand public, ils parlent pour ceux qui parlent la même langue qu'eux. Et ça, forcément, ben ça pose un problème. Voilà, alors après, d'où vient tout ça? C'est pas par hasard, c'est pas uniquement par hasard que je vous dis, quand je dis que je suis médecin, tout de suite on m'ouvre des portes. C'est aussi parce que les médecins ont eu souvent affaire, et encore souvent affaire, à des journalistes qui, effectivement, arrivent comme un chien dans un jeu de quilles à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le milieu, parce qu'ils connaissent pas, ils n'ont aucune formation scientifique en général, et que du coup ils ne respectent pas les règles et ils ne comprennent pas très souvent, comprennent très mal, et comme en plus un certain nombre d'entre eux ont aussi la grosse tête, alors ils croient comprendre, et voilà. Donc le décalage culturel, ça je vous en ai déjà parlé avant, entraîne deux comportements différents, qui est soit la déférence et on se fait la voix de son maître sans être capable d'être critique, or ça c'est pas le rôle d'un journaliste, soit une méfiance qui tourne parfois à l'agressivité. Il faut savoir aussi que les médias sont le miroir du public, on en a parlé ce matin du côté émotionnel, c'est-à-dire que en fait les médias véhiculent aussi, les journalistes véhiculent leur propre représentation. Quelqu'un a parlé aussi de l'objectivité, de l'honnêteté. Évidemment que le journaliste doit tenter d'être honnête. Moi, je ne crois pas non plus à l'objectivité. Le journaliste ne vient pas de nulle part. Donc il a aussi ses représentations irrationnelles. Quand il entend parler de santé, lui aussi pense « Ah oui, ça pourrait être mon enfant, etc. » Enfin voilà, il a toutes les relations émotionnelles sont vécues. Et en période de crise, très souvent les journalistes se trouvent embarqués dans le même pathos, j'allais dire, que le restant de la société. Et ils ont une difficulté à accepter que les médecins soient faillibles, c'est-à-dire que comme les gens, tout le monde dit « Oh, les médecins, ils font pas ce qu'il faut, etc. » mais personne n'accepte qu'un médecin puisse se tromper. Tout le monde compte dessus. Voilà, l'idée de pas de la faute, on accepte encore cette idée à condition que ça tombe sur quelqu'un d'autre, mais le fait même qu'un bon médecin puisse être faillible, ça c'est très difficile à accepter. Et puis la difficulté, ça revient un peu au même, à accepter la notion de risque et d'incertitude. Et le journaliste est pareil, le journaliste veut une réponse. Il veut savoir si oui ou non, quand on va vacciner, on va donner la sclérose en plaques à combien d'enfants, etc. Et ça, le médecin ne peut pas le dire. Et puis un autre versant qui est ce que j'ai mis la dictature de l'actualité, c'est-à-dire que la presse aussi est soumise au fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose, une accroche, un événement. C'est pour ça que les services de communication l'ont bien compris et qui créent des événements. Alors là, la presse se rue dans la brèche. Donc ça, c'est un problème auquel le journaliste est confronté tous les jours, parce que quand vous dites à votre rédacteur en chef, tiens, j'aurais envie de parler de tel sujet, c'est intéressant, il y a une association qui fait quelque chose d'intéressant, etc. Eh ben, on vous dit, oui, mais c'est quoi l'actualité? Bon, s'il n'y a pas d'actualité sur la maladie, on n'en parle pas. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je travaillais en télévision à France 3 au moment où il y a eu, en 2005, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Il y a eu l'histoire de la grippe aviaire. Alors, moi, je revenais à ce moment-là d'avoir travaillé au Vietnam, et je dis à mon rédacteur en chef, il faut qu'on parle de ce truc, parce que alors au Vietnam, tout le monde en parle, tout le monde en a peur, etc.
Je me dis, c'est quoi cette histoire? Ça intéresse personne. J'ai jamais pu faire un sujet là-dessus. Et puis, 1 mois ou 2 mois après, moi je suis en Rhône-Alpes à Lyon, donc à côté de la Bresse où il y avait beaucoup de poulets, tout ça. Les poulets mouraient comme des mouches et tous les jours il fallait parler des poulets, à tel point qu'à un moment donné je me suis énervée, je dis c'est fini, on n'en parle plus parce que c'est devenu ridicule quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc le journaliste est un peu confronté, et puis il n'est pas libre de ça. Un journaliste dans une rédaction, il a beau argumenter, si le rédacteur en chef n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Donc vous ne faites pas le sujet, ou vous faites des sujets sans arrêt. Et puis les sujets sont aussi traités à chaud, quoi. Avec une tendance évidemment à privilégier le spectaculaire, à jouer sur la dramatisation, etc. S'il y a 120 personnes qui sont contaminées par une bactérie, il y en a une qui meurt, c'est de celle-là qu'on va parler, on va dire que c'est un scandale. Oui. Après, l'autre réflexion, c'était sur la tentation de la manipulation par les médecins et par les services de communication. Et la tentative d'utilisation des médias, alors j'ai mis comme outil de propagande, je sais qu'en plus de m'être pas fait des amis chez les médecins et chez les journalistes, je vais me faire des ennemis chez les communicants, mais il faut savoir aussi que les journalistes ne sont pas des communicants. Ça veut dire qu'ils sont obligés quand même d'apporter une analyse et un esprit critique par rapport à l'information qu'ils délivrent. De donner la parole à tout le monde. Après, ce qu'on leur a reproché, par exemple, dans l'histoire d'Alice, c'est de fournir un jugement plutôt qu'une analyse, c'est de ne donner la parole éventuellement que dans un sens et pas à tout le monde, etc. Mais après, par exemple, sur une campagne de vaccination, les journalistes, à mon sens, doivent expliquer aux gens pourquoi on fait ça, quels sont les bénéfices, risques, etc. Mais ils n'ont pas à dire aux gens, vous devez vous vacciner, comme le font les communicants de santé publique, dont c'est le rôle. Donc voilà, donc ça c'est une position qui est compliquée aussi pour les journalistes. J'ai vu les médecins qui critiquent les médias aiment souvent bien passer à la télé, ça c'est vrai. C'est aussi incroyable de voir à quel point le corps médical critique les journalistes, mais à quel point quand vous leur dites que c'est pour une interview télévisée, ils disent pas non, mais non seulement ils disent pas non, mais vous avez beaucoup de mal à pouvoir interviewer par exemple un assistant qui serait spécialisé de la maladie dont vous voulez parler parce que le chef de service veut parler. En France c'est comme ça, en tout cas sûrement qu'en Belgique c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que, évidemment, la médiatisation leur donne une visibilité. Et puis, alors, je voulais dire un mot aussi que j'ai mis les dangers des scénarios catastrophes et de la logique du pire. Je pensais à une chose particulière qui est les maladies émergentes et la grippe en particulier, ce qu'on a vu chez nous avec l'histoire de la grippe H1N1. C'est-à-dire qu'il y a un système maintenant qui est celui qui est employé par l'OMS, qui est celui des scénarios. On fabrique des scénarios en disant ben voilà, qu'est-ce qui se passe demain si tout le monde est contaminé, s'il y a potentiellement 500 000 morts, alors on va arrêter les transports, on va arrêter les écoles, on va, etc., les hôpitaux, les dispositifs. Donc on fait des plans hors sec, quoi, enfin le plan pandémie, le fameux plan pandémie. Sauf que comme on utilise ces scénarios catastrophes avec une logique du pire, c'est-à-dire que ce qu'imaginent les gens qui scénarisent ça, ils se disent, je pense qu'ils se disent que si on envisage le pire, on va se garantir du moins pire. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, d'une part, ils fichent la trouille à tout le monde, ils sont repris par les médias comme ça, comme si c'était argent comptant, c'est-à-dire, effectivement, oulala, le professeur Intel a dit 500 000 morts en France demain, pandémie, la grande menace, je sais pas si vous voyez, professeur de Rennes et Bricaire, c'était quand même pas non plus n'importe qui, c'est des professeurs de la Salpêtrière qui ont quand même un grand renom et qui ont claironné partout, en particulier dans un livre, qui aurait probablement 500 000 morts en France par la grippe du jour au lendemain. Donc évidemment, pour les médias, ça c'est pas eux qui ont inventé le scénario catastrophe. Donc ils l'ont repris, ils l'ont amplifié, parce que les médias sont un porte-voix.
Et puis, donc cette logique du pire, elle a ce premier effet, c'est que d'abord, ça fait peur, mais la deuxième chose, c'est que l'année d'après, personne n'y croit. Donc ça pose aussi un problème. C'est-à-dire qu'on a fait ça avec H5N1, puis quand H1N1 est arrivé, plus personne ne voulait se vacciner. Aujourd'hui, on nous l'a déjà fait le coup, donc on va tous mourir. Ben oui. Donc, je ne suis pas sûre. Alors, c'est grave parce que je vais me mettre à dos l'OMS aussi, heureusement qu'ils s'en fichent de moi. Et donc, voilà, je crois qu'il faut réfléchir à ça quand même, parce que quand on modélise des choses comme ça, la presse reprend ça, et on ne peut pas accuser la presse de... Après, on a dit c'est la presse qui crée la psychose, non? Pas uniquement, en tout cas. Donc voilà, alors après, et je vais en finir là, la réflexion en fait est ouverte et moi je cherche des amis pour réfléchir parce que j'ai pas toutes les réponses. C'est comment est-ce qu'on peut réconcilier les médecins et les journalistes pour améliorer en fait le traitement de l'information médicale. Et je pense que tout ça passe quand même par une culture de fond et par une formation. Et bien sûr, je pense qu'il faut former des journalistes, non pas prendre des médecins pour faire des journalistes, mais former des journalistes au traitement de la santé, c'est-à-dire leur apprendre, d'abord peut-être quand même des gens qui ont un fond de formation de culture scientifique, leur apprendre à comprendre, à vulgariser la science, leur apprendre aussi à avoir une vision transdisciplinaire des enjeux sanitaires, et puis leur rendre cette notion de responsabilité, leur donner cette notion de responsabilité dans le choix des informations qu'ils font, le choix qu'ils font des informations. Et en ce qui concerne les médecins, je pense qu'il faut aussi apprendre aux médecins à communiquer en direction du grand public. Bien sûr, comme ça a été dit ce matin par du média training, etc., ça c'est vrai, je ne veux pas dire le contraire, j'en fais moi-même, mais ça ne suffit pas. L'idée, c'est aussi de leur expliquer qu'ils ont à rendre des comptes à la population et que pour rendre des comptes à la population, il faut mettre leur connaissance à la portée des gens, c'est-à-dire leur expliquer que vulgariser la science, c'est pas la dévoyer, que illustrer les choses, scénariser les choses, ça fait finalement partie aussi de leur mission. Et qui comprennent qu'ils ne parlent pas à la télévision pour leur père, ça ils peuvent le faire dans les congrès, voilà, mais pour le grand public. Voilà, je vous remercie.